Bienvenue à toutes et à tous dans Les coulisses du labo, le podcast scientifique pensé pour nous, les professionnels de la biologie médicale ici au Maroc. C'est une exploration, des sujets qui façonnent notre quotidien au labo. Les coulisses du labo, c'est produit par Nexus Diagnostic, une initiative pour nous soutenir activement, pour nous aider à monter en compétences. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un marqueur que tout le monde connaît, vraiment très bien, l'HbA1c. Essentiel pour le diabète, bien sûr, mais sa mesure, c'est toute une histoire, n'est-ce pas? Absolument. L'HbA1c, c'est devenu incontournable, c'est vrai. Depuis les grandes études fondatrices, le DCCT en 93, l'UKPDS en 98, elle est au centre du diagnostic et surtout du suivi. Ces études ont vraiment prouvé le lien entre le niveau d'HbA1c et puis le risque de complications. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que derrière ce chiffre unique qu'on rend aux cliniciens, il y a toute une complexité technique, différentes méthodes, et puis ce besoin crucial de standardisation pour que les chiffres aient un sens comparable partout. Justement, la standardisation. On en entend beaucoup parler. Pourquoi c'était si critique pour l'HbA1c? On peut rappeler un peu le contexte. C'était comment avant? Le chaos? Ah oui, chaos, c'est peut-être pas assez fort. Il faut imaginer avant le milieu des années 90. Les méthodes de dosage étaient hyper nombreuses, très hétérogènes et surtout pas du tout harmonisées. Pour un même patient, le même jour, vous pouviez avoir des résultats qui variaient énormément d'un labo à l'autre. On parle d'écarts qui pouvaient atteindre, voire dépasser les 10%. 10%? Mais c'est énorme. Un patient pouvait avoir, 7% ici et puis 7,7% ou même 6,3% là-bas, le même jour. Sans que rien n'ait changé pour lui. Ça devait être ingérable pour les médecins, non? Et dangereux, exactement. C'était un vrai casse-tête. L'impact sur les décisions thérapeutiques, sur l'évaluation d'un traitement, même pour comparer des données entre centres pour des études. C'était source de confusion et potentiellement d'erreurs. Alors, face à ça, la communauté scientifique a réagi. Et c'est là qu'est né en 1996 aux États-Unis le NGSP, le National Glycohemoglobin Standardization Program. L'objectif était clair, harmoniser tout ça, rendre les résultats traçables à ceux de l'étude DCCT qui était devenue la référence clinique. D'accord. Et ce NGSP, ça a marché? On a réussi à maîtriser ce bazar initial? Oui, l'impact a été spectaculaire. Et c'est bien documenté. Il y a une publication importante, celle de Little et ses collègues dans Clinical Chemistry en 2019. Elle fait le bilan. Et les résultats sont nets. La standardisation NGSP a réduit drastiquement les écarts entre méthodes et entre labos. On est passé de cette variabilité folle de 10% à une situation où, aujourd'hui, la majorité des méthodes certifiées NGSP donnent des résultats qui sont dans une fourchette de plus ou moins 0,7% d'HbA1c par rapport à la valeur cible du réseau LGSP. Et le CV interlabo est passé sous les 3%. C'est un progrès immense en termes de fiabilité. Attendez, plus ou moins 0,7%. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge de variation qui est considérée comme acceptable. L'objectif, c'est pas d'arriver à la valeur unique au millième près identique partout, en fait. C'est ça, et c'est un point absolument fondamental à comprendre. Peut-être même le message clé de toute cette histoire. Le but du NGSP et de la standardisation en général, ça n'a jamais été d'atteindre une vraie valeur absolue universelle. Techniquement, c'est un peu illusoire vu la complexité de la molécule, la diversité des méthodes. L'idée maîtresse, c'est d'assurer l'équivalence clinique. Vous voyez? Que le résultat ait la même signification par rapport aux études de référence, peu importe la méthode certifiée utilisée. Ah d'accord. On cherche des valeurs comparables, traçables, pas forcément identiques aux chiffres près. Exactement. Comparable et traçable aux références cliniques. Cette tolérance de plus ou moins 0,7%, c'est le reflet de cette approche pragmatique. C'est l'intervalle où l'on considère que les résultats sont assez proches pour ne pas changer l'interprétation clinique ou la prise en charge. Je vois. C'est une nuance importante. Pas l'exactitude absolue, mais la fiabilité, la cohérence clinique. Bon. Alors, dans ce paysage de la standardisation, on entend souvent deux noms. NGSP, on vient d'en parler, et IFCC. Comment ils s'articulent ces deux-là? Concurrents? Collaborateurs? Excellente question. Non, ils ne sont pas concurrents, ils sont vraiment complémentaires. Ils collaborent même très étroitement. On pourrait dire qu'ils représentent deux facettes de la même médaille, si vous voulez. Le NGSP, comme on disait, assure la traçabilité clinique.
Son rôle, c'est de garantir que nos résultats sont comparables à ceux des études fondatrices, DCCT UKPDS. C'est le garant de la signification clinique, historique et actuelle. D'accord, pour le NJSP. Et l'IFCC, alors, son rôle spécifique, c'est quoi? L'IFCC, la Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire, elle a abordé la standardisation d'un point de vue plus fondamentalement chimique, métrologique. Elle a développé la méthode de référence primaire, basée sur des techniques très pointues comme le HPLC couplé à la spectrométrie de masse ou l'électrophorèse capillaire. Ces techniques permettent d'identifier et de quantifier très précisément l'hémoglobine A glyquée sur la valine N-terminale de la chaîne bêta. L'IFCC vise donc la vérité chimique, la mesure la plus exacte possible de cette molécule spécifique. Ah, je vois. Donc, NGSP égale traçabilité clinique, IFCC égale traçabilité chimique, la vérité. Mais j'ai cru comprendre que les unités de mesure sont différentes. Ça ne complique pas tout. Si effectivement les unités diffèrent. Et c'est souvent une source de questions. Le NGSP utilise l'unité historique, le pourcentage, pourcent. L'IFCC, elle, utilise les unités du système international, des millimoles d'HbA1c par mol d'hémoglobine totale, donc millimol-mol. Pour faire le lien, il y a une équation de conversion officielle, la Master Equation. Elle est stable, surveillée. Elle dit NGSP% égale 0,0915 multiplié par IFCC millimol-mol plus 2,15. C'est cette équation qui relie les deux systèmes. D'accord. Donc les fabricants, ils doivent s'assurer que leurs méthodes sont traçables aux deux via cette équation. Exactement. Les systèmes commerciaux doivent prouver leur traçabilité aux deux réseaux. NGSP pour la clinique, IFCC pour la rigueur métrologique. Et les deux collaborent. Le réseau de référence IFCC calibre celui du NGSP. On a donc le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Et on sent que les exigences augmentent, non? Vous parliez des critères de certification qui se durcissent. Absolument. La recherche d'une meilleure harmonisation ne s'arrête jamais. Les organismes comme le NGSP ou le CAP aux États-Unis revoient régulièrement leurs critères à la hausse. Au début, la tolérance était peut-être un peu plus large. Aujourd'hui, pour la certification NGSP Level 1 par exemple, il faut qu'au moins 37 résultats sur 40 soient dans plus ou moins 6% de la cible. Pour la certification standard, c'est souvent 36 sur 40 dans plus ou moins 7% pour les méthodes non HPLC, voire plus ou moins 5% pour l'HPLC. Le CAP vise même des CV interlabos inférieurs à 3,5%, des biais très faibles. Ça pousse les fabricants à s'améliorer constamment. C'est une bonne chose pour la qualité globale. Restons un peu sur l'HPLC par échange d'ions. C'est souvent la méthode de référence pour beaucoup de labos. Mais est-ce que ça veut dire que si deux labos utilisent, disons, un Tozo et un Biorad, ils auront exactement le même résultat pour un patient? Très bonne question, qui nous amène dans les détails pratiques. Et la réponse courte, c'est non, pas forcément. Même si les deux systèmes sont certifiés, NGSPI, FFC, même s'ils utilisent la même technologie de base, les résultats seront très proches, oui, très bien corrélés. Mais de petites différences systématiques, des biais peuvent exister. Ah, ça m'intrigue. Il y a des études qui ont comparé directement ces automates connus. Oui, plusieurs. Il y en a une assez récente, de 2023, faite à Jönköping, en Suède. Hmm. Elle a comparé spécifiquement deux poids lourds, le Tosso G11 et le Biorad D100. Ils ont analysé beaucoup d'échantillons sur les deux. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les différences étaient notables? C'est très instructif. D'abord, une excellente corrélation globale, comme attendu. Un R à 0,997, c'est excellent. Ça veut dire que les deux méthodes varient globalement de la même façon. Mais, et c'est là le point, ils ont aussi trouvé un biais moyen systématique. En moyenne, les résultats sur le Biorad D100 étaient inférieurs de 0,25% d'HbA1c par rapport au Tosso G11 pour les mêmes échantillons. Moins 0,25%? Bon, ça peut sembler peu sur une échelle de 4 à 15%, mais est-ce que ça peut avoir une conséquence clinique, ce petit écart? C'est exactement la question. Isoler 0,25%, ça peut paraître négligeable. Mais imaginez un patient juste en dessous du seuil de diagnostic de 6,5%, mesuré sur l'automate qui biaise un peu bas, il est à 6,4%, sur l'autre, il passe à 6,6 ou 6,7%. Ah oui. Donc ce petit biais analytique peut, dans certains cas limites, faire basculer un patient d'une catégorie à l'autre, sans aucun changement biologique chez lui. Et en plus, l'étude notait que ce biais n'était pas forcément constant. Pour les valeurs très hautes, les écarts pouvaient parfois atteindre 1% d'hémoglobine A1c. C'est interpellant.
Mais comment ça s'explique techniquement? Deux appareils basés sur l'échange d'ions, pourquoi ces différences? D'accord. Les raisons sont multiples. Ça tient au choix de conception de chaque fabricant. Le principe est le même, séparé par la charge, mais les détails varient. Ça peut être la nature exacte de la colonne, la phase stationnaire, ça peut être la composition des tampons d'élution, le gradient ionique, les algorithmes aussi, comment le logiciel identifie les pics, calcule le pourcentage, ça peut gérer différemment les petites fractions, les variants. Et puis bien sûr, les calibrateurs fournis. Même s'ils sont tous tracés NGSPI FFC, il peut y avoir de minimes différences dans la chaîne. D'accord. Donc même avec la Rolls de la HPLC, on n'échappe pas à une petite variabilité entre systèmes. Le message essentiel pour nous biologistes, c'est quoi alors? Les messages fondamentaux, c'est que même technologie HPLC certifiée ne veut pas dire valeur absolument identique. Il faut être conscient de ces petits biais intersystèmes. Ils sont faibles, maîtrisés par la standardisation, mais ils existent. Donc pour la pratique, ce qui prime, c'est la cohérence interne. La traçabilité longitudinale pour un patient donné, dans le même labo, idéalement sur le même automate. Il faut être hyper prudent quand on compare des valeurs brutes obtenues sur des systèmes différents, entre labos ou même chez nous si on a plusieurs machines. C'est une mise en garde importante pour l'interprétation et pour parler aux cliniciens. Maintenant, sortons un peu de l'HPLC échange d'ions. Il y a d'autres méthodes. L'une d'elles, c'est la chromatographie d'affinité au boronate. Pouvez-vous nous expliquer son principe? En quoi c'est différent? Absolument. Là, on change complètement de principe chimique. On ne sépare plus par la charge électrique. L'affinité au boronate, ça utilise une interaction chimique très spécifique. Le boronate, qui est fixé sur un support, se lie sélectivement au groupement qu'on appelle cis-diol. Et ces groupements, ils se forment justement quand le glucose se fixe sur l'hémoglobine. Donc la méthode détecte la présence de cette structure sucrée attachée à l'hémoglobine, peu importe la charge globale de la molécule. C'est une approche basée sur la structure. Intéressant. Basé sur la structure, pas la charge. Quels avantages ça apporte, concrètement? L'avantage majeur, celui qu'on met le plus en avant, c'est sa robustesse face aux variants de l'hémoglobine. Beaucoup de variants génétiques, comme l'HBS, l'HBC, l'HBE, changent la séquence d'acides aminés et donc la charge électrique. Ça peut perturber le HPLC échangeuse d'ions. Coélution, mauvaise séparation, résultats faussés ou ininterprétables. Certains immunoessais aussi peuvent être affectés. Mais l'affinité au boronate, elle, cible la partie glyquée qui est structurellement la même avec ses variants. Donc elle est intrinsèquement moins sensible aux interférences des variants les plus courants, qui n'affectent pas le site de glycation. L'étude de Lydie en 2022 rappelait bien ce point. Et ça, c'est un gros avantage, non? Surtout dans certaines populations où ces variants sont plus fréquents. Mais qui de la performance analytique? Est-ce que c'est aussi précis, aussi fiable que le HPLC? C'est une question légitime. Historiquement, peut-être que les premières méthodes d'affinité étaient moins précises, mais la technologie a beaucoup progressé. Des études comparatives modernes montrent que les systèmes actuels d'affinité au boronate sont tout à fait comparables à la HPLC. Par exemple, une étude de Moisy en 2008 ou une autre plus récente de Slowinska-Solnika en 2018. Le PubMed ID, c'est 3007-40022. Elle rapporte d'excellents coefficients de corrélation avec la HPLC, souvent entre 0,99 et 0,99,2. Une corrélation proche de 1, c'est excellent. Est-ce qu'il y a un biais systématique, comme entre les HPLC? Oui, les études notent souvent un léger biais, mais généralement négatif cette fois, par rapport à l'HPLC NGSP. L'étude de 2018, qui comparait le premier H9 210 affinité au Biorad D10 HPLC, trouvait un biais moyen d'environ moins 0,13% pour l'affinité. C'est un biais faible, connu, stable et qui est pris en compte dans la calibration et la traçabilité NGSP-IFCC de ces systèmes. Et au-delà de la performance brute et de la robustesse aux variants, l'affinité a souvent d'autres atouts pratiques. On parle souvent d'une très bonne stabilité des réactifs. L'entretien des automates est aussi réputé plus simple, moins contraignant que certains HPLC. Et puis, point important, les coûts par test peuvent être inférieurs. Moins de maintenance, cycle parfois plus court. Robustesse aux variants, entretien simple, coût potentiellement réduit. Ces caractéristiques semblent particulièrement pertinentes, oui. Notamment pour nous au Maroc, les contraintes budgétaires, la maintenance, c'est parfois un défi. Est-ce que cette méthode pourrait être une solution intéressante pour améliorer l'accès à un dosage fiable ?
Je pense que oui, c'est une piste très sérieuse, à condition bien sûr que les systèmes soient certifiés NGSP-FCC, ce qui est le cas pour plusieurs. Ils représentent une alternative crédible et même avantageuse dans certains contextes. Robustesse aux variants fréquents, simplicité relative, coût potentiellement plus abordable, c'est bien adapté pour équiper divers laboratoires, même en région, en périphérie. Et ça se prête bien aussi au développement du POCT, le Point of Care Testing, pour rapprocher le test du patient. Ça peut vraiment aider à démocratiser l'accès à un dosage fiable. On a beaucoup parlé de précision, de biais, de tolérance. Revenons à la clinique. Toutes ces petites variations entre méthodes, même certifiées, est-ce que ça remet en cause l'utilité clinique de l'HbA1c au final? Est-ce qu'on risque de prendre de mauvaises décisions à cause de ces imperfections analytiques? C'est une préoccupation légitime, mais il faut garder raison. La réponse courte est non, ça ne remet pas en cause son utilité si on interprète correctement. Les organismes comme l'ADA, la logique même du NGSP, intègrent cette variabilité résiduelle, cette fameuse tolérance de plus ou moins 7%. Ça veut dire qu'une différence de cet ordre entre deux mesures ou entre deux méthodes standardisées n'est généralement pas considérée comme cliniquement significative en soi pour une décision majeure isolée. Donc, si un patient passe de 7% à 7,5%, ou s'il a 7,0% ici et 7,5% là, avec des méthodes certifiées, on ne doit pas forcément crier à la catastrophe ou à la mauvaise qualité. Exactement. Ça peut être juste dans la variabilité analytique et biologique normale. Ce qui compte vraiment, c'est la tendance évolutive. C'est là que la cohérence du suivi avec le même système analytique dans le même labo devient primordiale. C'est la trajectoire qui compte plus que la photo instantanée. Précisément, l'évolution sur plusieurs mois, plusieurs années, mesurée de façon constante avec la même méthode, c'est ça l'info riche et fiable. Changer de méthode ou de labo en cours de suivi, c'est introduire un risque de bruit qui peut masquer la vraie tendance. C'est comme se peser sur une balance différente tous les jours. Difficile de suivre l'évolution précise. Pour l'HbA1c, c'est pareil, la constance de la mesure est clé. L'analogie est claire. Donc, notre objectif, comme biologiste, ce serait moins de comparer stérilement les chiffres bruts entre labos, et plus de promouvoir une culture de la traçabilité interne, du suivi cohérent pour chaque patient. C'est tout à fait ça. Comprendre et accepter les limites de la standardisation. Elle vise l'équivalence clinique dans une tolérance définie, pas l'identité numérique absolue. Notre rôle, c'est d'assurer la fiabilité, la constance de nos résultats dans notre système, et d'aider les cliniciens à les interpréter en connaissance et nuances. Mhm. Alors, concrètement, pour nous, biologistes marocains au quotidien, quelles implications directes? Plusieurs choses. D'abord, une plus grande prudence quand on compare des résultats d'HbA1c entre différents labos, ou même entre nos propres machines si elles sont différentes. On voit parfois des comparaisons de valeurs faciales sans se poser la question de la méthode, de la certification NGSPI-FCC. Avant de conclure à une différence ou un problème, il faut vérifier ça. C'est un prérequis. Un réflexe important à avoir, oui. Et pour le choix des technologies dans nos labos? Je reviens à l'affinité au boronate. Si elle est validée et certifiée NGSP, c'est une opportunité stratégique pour notre contexte. Robustesse aux variants, simplicité relative, coût potentiellement maîtrisé, c'est une bonne candidate pour des labos avec des contraintes budgétaires ou logistiques, tout en assurant une qualité conforme aux standards. Ça peut vraiment aider à rendre le dosage fiable, plus accessible, en proximité, en région, et même via le POCT encadré, conforme aux normes comme l'ISO 15189. Qualité, formation, procédure, indispensable. Et puis, il y a le clinicien prescripteur. Comment mieux communiquer avec eux sur tout ça? Point essentiel, le biologiste a un rôle pédagogique clé. Il faut pouvoir expliquer, calmement, que cette tolérance de plus ou moins 0,7% entre méthodes certifiées, c'est normal. C'est attendu dans le système de standardisation. Dédramatiser ces petits écarts. Expliquer qu'ils ne reflètent pas forcément une différence de qualité, mais les limites acceptées de l'harmonisation. Communiquer sur notre méthode, sa certification, insister sur le suivi longitudinal dans le même système, c'est crucial pour une bonne collaboration. Une mission de communication importante. Bon, pour conclure, si on devait résumer les messages vraiment clés de notre discussion pour nos collègues, Volontiers. 3 points, je dirais. Premièrement, intégrer et accepter la tolérance de la standardisation NGSPFC. Plus ou moins 0,7% entre méthodes certifiées, ce n'est pas une erreur, c'est une variabilité scientifique normalisée pour l'équivalence clinique. d'accord, le cadre général. Deuxièmement,
Deuxièmement, même avec une même technologie comme le HLPC, différents automates peuvent avoir de légers biais. Donc priorité absolue à la cohérence de la mesure dans le temps. Pour un patient, idéalement sur le même système, dans le même labo. La tendance prime. Et troisièmement, sur les options technologiques. Troisièmement, l'affinité au boranate est une technique mature, fiable, avantage en termes de robustesse aux variants, de simplicité, de coût potentiel. C'est une solution réaliste et solide, y compris pour le POCT, mais toujours certifié NGSP et avec une assurance qualité béton. Et le message final qui englobe tout ça, notre rôle de biologiste, ce n'est peut-être plus de chercher la valeur exacte absolue, un peu illusoire. Notre mission, c'est plutôt d'assurer la constance, la fiabilité, la reproductibilité des résultats qu'on rend. Et surtout, d'en faciliter la compréhension clinique, en maîtrisant les forces, les limites, les tolérances de notre méthode et de la standardisation. Un rôle d'expert, de conseiller. Assurer la constance, la fiabilité et la compréhension clinique. Très belle synthèse de notre rôle. Une perspective vraiment éclairante et utile pour notre pratique. Merci infiniment pour ces explications claires et nuancées. Merci d'avoir écouté Les coulisses du labo, un podcast scientifique produit par Nexus Diagnostics. Nexus Diagnostics propose également des automates en POCT pour l'HbA1c. Pour plus d'informations, visitez le www.nexusdiagnostics.ma. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle exploration au cœur de la biologie médicale.